Bonjour, alors je vous propose une petite vidéo pour revenir sur la séance d'hier. Donc séance qui peut être améliorée, il y a un certain nombre de points sur lesquels je souhaiterais revenir. Et donc je vais ici passer en revue. Donc premier point, ici pour agrémenter la présentation, je propose d'utiliser un coffre-fort. Et donc un vrai logiciel de coffre-fort. Et donc celui que je propose, c'est celui-ci. Voici, alors c'est un logiciel très simple à utiliser. Vous avez ici, on peut le télécharger, hein, il y a ici, on n'a pas besoin de l'installer, il peut être exécuté directement. Donc je ne vais pas le faire ici parce que je suis sur Macintosh et donc l'application elle fonctionne ici, enfin, le lien qui est fourni ici, c'est une version Windows. Et donc on obtient un coffre-fort comme ceci, dans lequel il faut entrer un code. Et quand on entre ce code, donc l'ouverture du coffre-fort permet de faire différentes actions. Et l'action que je propose, c'est donc de lancer ici une vidéo entre guillemets de récompense. Cette vidéo de récompense, la voici. C'est une vidéo de zoom sur la fractale de Mandelbrot ici. Donc vous voyez, bon, c'est un classique, hein, c'est qu'on zoome sur la fractale et on peut zoomer à l'infini. À chaque fois, il y aura du détail. Alors ça fait des images comme ça extrêmement belles et très étonnantes. On zoome et il y a encore du détail. Et on retrouve des structures qu'on a déjà vues précédemment à une échelle plus grande. Donc c'est caractéristique des fractales. Et donc celle-ci, on retrouve l'ensemble de Mandelbrot ici. Donc voici pour cette vidéo de récompense, donc qui sera obtenue quand la personne ici, donc le groupe, hein, qui suivra l'énoncé, qui suivra l'exposé, aura répondu. Donc je propose 5 questions qui donneront à chaque fois un code. Donc première question, donc il y aura un premier chiffre de code, donc le facteur d'agrandissement de la courbe de von Koch. Deuxième point, donc le facteur d'agrandissement du triangle de Sierpinski. Ensuite le nombre de côtés du flocon de von Koch. Ensuite le nombre de côtés de la fractale quadratique. Et enfin le nombre de faces du flocon de von Koch 3D. Alors si jamais c'est infini, ce qui est le cas d'une réponse là, on mettra 0, donc on dira au groupe que mettre 0, ça signifie qu'on veut entrer l'infini. Et donc sur le coffre-fort ici, quand il faudra mettre ici un chiffre infini, on mettra le 0 à la place. Et donc quand la combinaison sera entrée, ça déclenchera la vidéo que je vous ai présentée. Et je trouve que ça fait une bonne fin pour l'exposer donc sur les fractales. Donc voilà pour cette première chose, donc qui permet un peu de rendre la présentation plus dynamique avec une espèce de petit défi ici. Donc maintenant, on va revenir sur l'exposé. Alors, vous l'avez vu hier, hein, c'était vraiment beaucoup trop long l'exposé que je vous ai proposé. Et je me suis un petit peu perdu. Alors, je pense que c'est important à comprendre. Mais donc là, vous avez à peu près 50 minutes de présentation. Et donc en 50 minutes, expliquer en détail, comme je l'ai fait, la construction d'une fractale d'un arbre comme ça, avec TurboWarp. Finalement, ça prend trop de temps. Donc, ce n'est pas ce que je vais faire. Alors déjà, première chose, donc, là, je vous ai montré, mais normalement, c'est à la fin de l'exposé, le zoom sur la fractale de Mandelbrot. Je propose qu'on montre donc déjà que sur une courbe que l'on va tracer, parce qu'elle est plus facile que l'arbre finalement à tracer, et donc c'est celle-là qu'on va tracer finalement, mais c'est la même méthode, c'est de montrer que sur cette courbe, qui est donc le flocon de von Koch 3D, alors, vous voyez, alors voilà. Eh bien, on peut zoomer pareil. Donc, cette courbe, sachant qu'on va la faire dans l'exposé, c'est la courbe de von Koch. Enfin, c'est pas 3D, hein, c'est la courbe de von Koch 2D ici. Et bien, quand on zoome sur cette courbe, donc je vous remets la vidéo au début. Donc voilà ici donc la version flocon de la courbe de von Koch 3D. Donc il y a 3 courbes de von Koch qui sont mises ensemble pour faire un flocon. Et donc si on zoome sur cette courbe, sur cette structure, sur cette figure, eh bien on voit qu'on peut zoomer comme ça à l'infini, il y aura toujours du détail, ce qui explique le caractère très particulier de cette structure, de cette courbe entre guillemets, parce que c'est pas réellement une courbe, hein, à l'infini, cette fractale, quoi. Voilà, donc je reprends. Donc je proposais, donc
au début de l'exposé, au moment où on disait que en fait une fractale c'est caractérisé par le fait que l'on peut zoomer à l'infini et qu'il y a toujours du détail, de lancer cette vidéo, donc de la courbe de von Koch, donc du zoom, une espèce de zoom infini sur la courbe de von Koch, pour montrer que effectivement on peut continuer à zoomer et qu'il y aura toujours du détail, ce qui est quand même très très étonnant. Et voilà, si on ne parle pas de fractal, on ne connaît pas de courbe qui a cette particularité, hein. N'importe quelle courbe voilà, à laquelle on est habitué, ça ne fera pas ça. Au bout d'un certain temps, on n'aura plus de détails, on aura vu la courbe. Donc une fractale, quelque part, on ne peut pas réellement la voir parce qu'il faudrait des yeux qui soient infiniment précis, donc on peut juste l'imaginer. Et imaginer comme ça qu'en zoomant, on aura toujours du détail. Donc voilà, donc ensuite je ne reprends pas la présentation. Donc là, hein, qui pourra être faite de l'arbre, donc de la fougère, qui je pense mérite d'être dans l'exposé, ainsi que le chouromanesco, ainsi que les poumons. Voilà, et donc maintenant dans les constructions de fractales, alors je pense que c'est intéressant et innovant et nouveau quelque part de montrer que TurboWarp et Scratch, donc le clonage, permet de faire très facilement des fractales, de construire très facilement des fractales autosimilaires. C'est vraiment une construction qui est voilà, extrêmement adaptée à la construction de fractales. Le clonage, qui est une technique assez étrange et rare, qu'on utilise rarement en informatique. Et donc, plutôt que de le faire ici, comme on l'a fait hier avec l'arbre, qui était un peu trop long, on va le faire ici, avec la courbe de von Koch, parce que c'est plus simple. Mais je propose de le faire intégralement. Donc je vais faire comme hier, sauf que sur une courbe plus simple, avec moins de détails techniques à gérer que pour l'arbre, à savoir sur la courbe de von Koch. Donc la courbe de von Koch que vous connaissez, hein, évidemment, donc qui est construite. Je vais aller ici, je vais la chercher ici sur internet. La courbe de Koch, ici. Voilà, bon, je vais prendre une image ici. Donc on voit qu'on part d'un. Ici, voilà. Bon, on part d'un segment et le segment, on le découpe comme ça. On le coupe en trois et ensuite la partie centrale, on la remplace par un triangle. Alors je vais essayer de trouver un ensemble plus gros. Alors voyons voir. Ici peut-être, voilà, ce sera mieux ici en plus grande dimension. Ok, alors donc vous voyez ici, donc on part du segment, à droite du segment ici, et donc on enlève la partie rouge et on remplace par un triangle, et on recommence sur les 4 segments qu'on obtient. Donc ça c'est à l'étape 0, il y a juste le segment. À l'étape 1, on obtient la courbe bleue, et on continue comme ça. Et donc à l'infini, j'ai bien dit à l'infini, on obtient la courbe de von Koch. Donc un point qui est à l'infini sur la courbe et sur la courbe de von Koch. Si il n'est pas à l'infini, c'est qu'il n'est pas sur la courbe de von Koch. Il faut vraiment qu'il soit à l'infini. Donc vous voyez par exemple, ce point-là, eh ben, il va être sur la courbe de von Koch parce que lui, il reste à toutes les étapes, il y est. Donc ce point-là, tous les points finalement angulaires, quelque part, ils y sont. Mais les autres, non. Ceux-là, ils vont disparaître quelque part. En revanche, les points ici, donc lui, il est sur la courbe de von Koch à l'infini. Lui aussi. Voilà, mais un peu, lui aussi. Mais après, les autres, c'est plus délicat, effectivement. Enfin, ils ne sont pas sur la courbe de von Koch à l'infini. Donc, voilà pour ce flocon. Alors maintenant, comment on construit ça avec TurboWarp de façon très simple. Alors, je vais essayer d'être plus rapide qu'hier. Et donc, je lance TurboWarp, mais je vais quand même le faire depuis zéro. Hein. Je lance TurboWarp ici. Et donc, on va essayer d'être le plus efficace possible et le plus rapide possible pour faire ce flocon. Alors, je supprime le lutin de départ. Et donc, j'ai dit que j'allais prendre un lutin ligne. Donc, je choisis le lutin ligne. Là, ici. Bien. Donc, ce lutin, quand on regarde, on voit qu'il a la taille exacte de la scène. Vous voyez, je le déplace ici, on voit qu'il a la taille exacte de la scène. Et donc, si je regarde dans costume, sa dimension, c'est 400. Alors, déjà, ça m'étonne, ça aurait dû être 480 selon moi. C'est 482. Et donc, je vais plutôt dire, je le vois ici, qu'il ne contient pas exactement.
Bon, donc c'est 482 ici. Non, 480 maintenant, ouais, c'est mieux effectivement ici. Voilà, donc c'est ce que je m'attendais à ce qu'il soit 480, c'est parce que je l'ai un peu déplacé. Donc ici, il fait 480 fois 13, autrement dit, sa longueur c'est 480, donc il occupe parfaitement l'écran, ici, par défaut, de TurboWarp. Et donc ce qu'on fait, c'est que je vais mettre son centre, donc je déplace son centre pour que son centre soit ici, ici, pile. Son centre, ce soit son extrémité gauche. Donc là, il est en 0, 0, mais là, c'est le centre du lutin, là, de ce sprite. Il est en 0, 0, ici. Très bien. Et donc, je fais ça. Donc là, pour l'instant, il n'occupe plus tout l'écran, mais en revanche, si je le mets donc, à moins, on a dit que c'était 480, donc moins 280, 0, et ben, il sera pile au centre de l'écran. Non, qu'est-ce que j'ai dit qu'il faisait 480, donc moins 140, moins 240, excusez-moi. Je recommence à faire des bêtises. Voilà, et donc là, il occupe parfaitement l'écran. Et c'est ce que je veux. Comme ça, je vais utiliser juste comme ça. Donc je vais peut-être le descendre un peu. Je vais le mettre à moins 100. Donc je le descends un peu, il est là. Voilà. Parce que je vais le construire ici. Alors maintenant, je sais que, comme je l'ai dit hier, donc là, il est orienté vers la droite. Donc c'est bon. Je vais donc créer des variables locales qui sont sa longueur. Donc je crée des variables locales comme je l'ai fait hier. Donc des variables locales. Donc 1 pour le niveau, une variable locale pour le niveau, une variable locale pour la longueur, qui sera donc égale au départ à 480. Longueur, une variable locale pour le pourcentage donc de sa taille. Donc on va mettre pourcentage taille. Et donc au départ, ce sera 100%. Donc je fixe ces valeurs. Donc la longueur, on a dit que c'était 480. On a dit que le niveau, que je vais mettre ici, le niveau c'est 0 au début. Et ensuite, dernière chose, on a dit que le pourcentage de la taille, c'était 100%. Alors je vais zoomer un peu pour que vous voyez mieux ici les instructions. Voilà, donc je suis allé en ce point-là, ici, là, donc qui sera le centre, entre guillemets, hein, du lutin. Ici, c'est son centre pour les déplacements. Et donc j'ai créé des variables locales et je les ai fixées. Donc le niveau à 0, la longueur à 480, qui est la longueur du segment ici, donc du rectangle. Et je prends une pourcentage de taille 200, donc c'est sa taille initiale ici, il est à 100%. Et donc comme on l'a fait hier, on va commencer par le cloner et par le masquer, ce qui fait que, y compris donc ce premier lutin, il sera considéré comme un clone et je pourrais lui faire subir le même traitement qu'au clone. Donc maintenant il faut que je dise ce que je fais pour chaque clone. Donc je revais ici, donc quand je commence comme un clone, et donc la première chose c'est qu'on va modifier donc la taille du segment, donc le couper en 3. Donc on va mettre ici, alors on va augmenter le niveau de 1. Ici on va ajouter 1 au niveau. Donc je fais comme l'avait dit Paul ici, en utilisant ce qui est possible pour l'addition et qui n'est pas possible pour la multiplication. Et en revanche, pour la multiplication, il n'y a pas l'équivalent d'ajouter ou de multiplier, ça n'existe pas dans TurboWarp ni Scratch. Donc je vais juste mettre la longueur à longueur fois un coefficient. Donc évidemment ici, le segment il va être 3 fois plus petit, donc ça va être longueur. Bon, on va faire diviser par 3, tiens plutôt, on va prendre ici comme plutôt que de... On va multiplier la longueur, on va diviser la longueur par 3 parce qu'on a une longueur qui est 3 fois plus petite ici, dans le cas de la courbe de Van Kock. Et pareil pour le pourcentage, sauf qu'évidemment c'est avec le pourcentage de la taille. Et donc il faut lui faire ensuite subir la modification. Donc on va mettre la taille à pourcentage taille de la taille initiale. Donc attention, ça je ne peux pas le faire parce que sinon ça va boucler à l'infini. Donc il faut le faire si le niveau n'est pas trop grand. Donc si le niveau, c'est loupé,
Donc si le niveau est plus petit, par exemple, on va faire d'abord plus petit que 1. Donc si le niveau est plus petit que 1, eh bien, donc ce sera le cas du premier cas, eh bien, donc j'ajoute 1 au niveau, je diminue la longueur, je divise la longueur par 3, je divise la taille du segment par 3 également. Enfin, je réduis ici le pourcentage de la taille du segment par 3, mais y compris l'épaisseur, ce qui risque de poser problème. Et je mets la taille à pourcentage de la taille initiale. Alors, maintenant, j'ai oublié de le faire, je vais le faire maintenant. Je vais modifier les préférences de TurboVarp. Donc, je vais prendre un stylo de haute qualité. Je vais faire des clones infinis et je vais supprimer les différentes limites. Voilà, ce qui me donne ici l'assurance que je n'aurai pas de problème de cet ordre. Donc, si jamais il y a trop de clones. Donc, regardons maintenant ce qui va se passer. Donc, j'ai ça. Donc, il faut que je commence, une fois que j'ai mon petit... J'ai modifié mon lutin ici, donc qui sera mon clone. Je l'ai donc divisé, je l'ai pris en réduit par 3, et donc sa taille, sa longueur, elle a été dans... Bon, j'ai la bonne longueur pour le lutin, qui est donc 3 fois plus petit, parce que je l'afficherai avec une taille 3 fois plus petite. Donc maintenant, il faut que je le clone, parce que je crée un clone de moi-même, parce que c'est le premier ici, hein, ça correspond au premier ici, trait ici, donc je vais remplacer donc, clone, donc ce sera lui, premier clone. Ensuite, je vais tourner à gauche de 60. Je tourne à gauche de 60. Mais avant, évidemment, il faut que j'avance. Alors que j'avance de combien? Mais il faut que j'avance. Ici, je suis là. Il faut que j'avance de cette longueur. Ben, ça tombe bien parce que c'est la longueur. La longueur, au départ, c'était tout ça du segment, mais je viens de la diviser par 3. Donc, c'est exactement ça dont j'ai besoin. Donc, j'avance de longueur avant de tourner. Donc, j'avance de longueur ici. Et je tourne de 60 degrés et je crée un autre clone. Donc cette fois-ci, je suis ici et orienté dans ce sens-là. Donc j'ai tourné à gauche et j'ai fait ce clone. Donc maintenant il faut encore que j'avance de longueur et que cette fois-ci je tourne de 180 moins 60, donc de 120. Donc j'avance de longueur et en revanche je tourne à droite de 120. Je tourne à droite de 120 degrés. Auquel cas, sur le dessin, je suis donc orienté comme ça. Et donc c'est bon, je peux faire un nouveau clonage. Donc je peux me cloner à nouveau. Donc je me reclone. Et donc je j'avance à nouveau ici de la longueur. Et cette fois-ci, je tourne à gauche de 60. Donc on voit qu'il y a une régularité dans le script. Donc j'avance de longueur. Je tourne cette fois-ci à gauche. Donc c'est lui dont j'ai besoin. Je tourne à gauche de 60 degrés. Et je refais un clone. Et donc, si je fais ça, regardons ce qui se passe. Parce que donc, j'ai fait a priori mes 3 clones. Donc faisons ça pour tester. Je teste. Apparemment c'est bon. Mais en fait on peut penser que c'est pas bon parce que vous voyez, après avoir cloné les 3, après avoir fait les 4 clones ici, 1, 2, 3, 4, on n'a pas traité le clone lui-même. Donc en fait on devrait le masquer. Donc regardons ce qui se passe si on fait au niveau 2. Donc on va cette fois-ci tester au niveau 2. Je lance au niveau 2. Donc d'abord effacer, on lance au niveau 2. Et au niveau 2 il ne se passe rien. Ah oui, parce que j'ai caché. Donc je vais d'abord mettre un montrer et faire ce qui se passe au niveau 2 cette fois-ci. Donc c'est bon, ici je vais vérifier que tout a été supprimé et je lance. Et vous voyez que cette fois-ci on voit que, donc là ici dans le cas du niveau 0 il y avait un cachet ici, mais là ici il manque un cachet, donc ici cet élément qui n'a pas été cloné. Et vous voyez que le dernier élément, parce que donc il y avait le clone que j'ai créé qui subit la modification, mais donc cet élément ici il faut le cacher ici. Donc le clone ici de départ, il faut le cacher. Donc on va ajouter un cachet ici.
le mettre ici et vérifier que ça fonctionne. Donc on relance le programme et donc là on se dit que ça marche. Mais est-ce que ça marche vraiment? Alors on voit que le trait est devenu fin quand même, donc ça peut éventuellement voilà, poser problème. Donc faisons par exemple au niveau 6. Et donc on supprime les clones précédents et on relance et on s'aperçoit qu'il n'y a rien. Donc on se dit c'est troublant, mais on se dit que comme on a réduit la taille, peut-être que les segments on ne les voit pas parce qu'on est au-delà de la visibilité ici. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut revenir dans le costume de la ligne de départ et modifier sa taille ici. Donc je vais ici, je clique sur la touche option et je vais augmenter la taille. Donc c'est pas grave, hein, je ne modifie pas sa longueur, je modifie juste son épaisseur et hop, vous voyez que automatiquement on obtient la courbe. Hein. La courbe a été construite mais le lutin était trop fin pour être affiché. Et donc si on revient ici, eh bien j'ai tracé la courbe de von Koch au niveau 6 ici de façon un peu amusante avec en plus, vous voyez l'idée qu'au départ on crée un sprite qui est énorme mais c'est pas grave comme on le réduit sans réduire sa longueur. En fait ici, enfin, en gardant la même longueur, on a pris une épaisseur beaucoup plus large. Donc en fait, le sprite de départ, c'est quasiment un carré. Hein. On pourrait le voir ici. Hein. Mais donc on a bien obtenu la coupe de corps. Alors vérifions que le sprite de départ, si je le montre ici, vous voyez, voilà, bon, il est énorme, quoi. C'est une énorme ligne. Quasiment un carré, hein, si on va dans le costume. Bon, voilà, bon, donc j'aurais pu le prendre carré, ça aurait fait, pour un niveau plus supérieur, pour un niveau encore plus grand, je pourrais carrément faire partir d'un carré, aussi étonnant que cela puisse paraître, pour obtenir ce que je souhaite ici. Et donc la fractale en question. Donc je vous remontre cette fractale ici, au niveau 6. Voilà. Donc ici c'est la fractale de von Koch, construite de façon très simple. Sachant que ce procédé ici, il peut être fait pour construire quasiment toutes les fractales autosimilaires en procédant de la même façon. Et donc revenons ici dans notre exposé. Donc voici pour la courbe. Alors donc là je l'ai construite, vous voyez, j'ai construit la courbe, une seule courbe de von Koch. Si on en met 3, si on part d'un triangle équilatéral, ben on obtient, donc vous voyez, on le fait sur chaque côté du triangle équilatéral, la construction. Donc il y a une courbe ici, une courbe ici et une courbe ici. Eh bien on obtient le flocon de von Koch ici. Et donc il y aura une question dans le cadenas concernant le flocon de von Koch qui est, alors il y a même deux questions, donc il y a le facteur d'agrandissement de la courbe de von Koch, donc la question c'est quand on fait la courbe de von Koch, vous voyez à chaque niveau, donc je vais reprendre au niveau 1 ici, bon là sauf qu'évidemment ça va faire un truc, vous voyez, qui n'est pas terrible, mais donc au niveau 1, si je remodifie, ben, je vais faire la même manip mais dans l'autre sens, en réduisant ici, voilà. Eh bien, on voit que le facteur ici d'agrandissement, donc là on fait une réduction, mais donc le facteur d'agrandissement correspondant, donc le segment ici est 3 fois plus petit que le segment initial. Chaque morceau a été, sa taille a été divisée par 3, on a coupé le segment en 3. Donc le facteur d'agrandissement c'est 3, autrement dit le facteur de réduction c'est 1/3. Donc là ici la réponse ce serait 3 qu'on mettrait dans le cadenas. Et ensuite, le nombre de côtés du flocon de von Koch. Alors, si on regarde bien, à l'étape 0, il y a 3 côtés. Et ensuite, à chaque fois, vous voyez, ben, on multiplie par 4. Parce que donc là, il y avait un côté, il y en a 1, 2, 3, 4. Donc là, il y en a 3, mais ensuite, il y en aura 3 fois 4. Il faut multiplier à chaque fois par 4. Parce que donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 3 côtés, ensuite 12, et ensuite pareil, chaque côté est remplacé par 4 petits côtés. Donc à chaque fois on multiplie par 4 le nombre de côtés, et donc évidemment à l'infini, eh bien vous avez un nombre infini de côtés. Autrement dit, la réponse qu'il faudra mettre dans le cadenas ici pour le nombre de côtés du flocon de von Koch, c'est l'infini, et on a dit qu'on mettait 0 à la place, donc ce sera 0. Donc on a déjà répondu à 2 questions du cadenas. Voilà.
Donc ensuite, je proposais dans l'exposé, alors le problème c'est que le temps file, là ici il ne faut pas perdre trop de temps, donc de montrer juste les fractales de Sierpinski, qu'on pourrait aussi construire, mais ce qu'on ne fera pas parce qu'on n'a pas le temps, avec... Alors je voudrais lancer ça, je n'y arrive pas, pourquoi? Euh, Bon, bah, je vais copier-coller l'adresse. Donc, à cette adresse ici, donc les fractales de Sierpinski, donc par exemple, là c'est une référence parmi d'autres. Alors, vous voyez que c'est des fractales qui sont obtenues en évidant une surface. Donc, on prend une surface et on fait des trous dedans. Et à l'infini, on obtient le fractal de Sierpinski. Donc là, on fait cette construction, on prend un carré, on enlève le centre. Là, ici, c'est pentagonal. Bon, le très connu, c'est le triangle de Sierpinski, que là, on voit en 3D. Le plus connu, c'est le triangle de Sierpinski, qui est très facile à construire. De la même façon qu'on a construit notre fractal de von Koch, on pourrait construire le triangle de Sierpinski, voilà, qui est comme ça ici. Donc, qui est obtenu avec un triangle en faisant des trous dedans, comme pour le carré, comme pour le tapis de Sierpinski. Donc voilà, construit comme ça, hop, on fait des trous, et à l'infini, on obtient la fractale, ou le fractal plus exactement, de Sierpinski. Donc c'est un autre exemple de fractal. Alors ensuite, il y a la fractale quadratique. Alors on va la faire parce qu'en fait, elle est un peu étonnante, et il y a une question qui va avec. Alors je vous l'ai montré hier. Donc on pourrait la construire de la même façon, et on veut répondre. Alors déjà, on va répondre au facteur d'agrandissement du triangle de Sierpinski. Je vous remontre ici le triangle de Sierpinski. On voit que chaque petit triangle qu'on fait, auquel on réapplique la manipulation, est 2 fois plus petit. Donc le facteur d'agrandissement correspondant, c'est 2. Donc il faudra mettre 2 dans le coffre-fort. Ensuite, il me reste donc le nombre de côtés de la fractale quadratique et le nombre de faces du flocon de von Koch 3D. Alors pour pouvoir répondre avec la fractale quadratique, eh bien, on va effectivement la construire comme je l'ai fait hier, enfin comme je vous ai montré hier, j'ai pas eu le temps de la construire. Mais donc si vous avez le temps, on contrôlera le temps, il faut adapter le script avec un carré pour faire la fractale quadratique ici. Donc j'ai téléchargé ici le script correspondant, donc on reconnaît exactement la même structure de script que pour construire la courbe de von Koch. Donc reprenons, donc on a ici un carré dont les dimensions sont 160 par 160. Et donc vous voyez, donc c'est la longueur initiale, donc il est orienté au départ comme ceci. Donc on est ici, quand on voit le centre, il est ici. Donc ce carré 160, et donc on fait pareil, on gère des variables locales, une longueur, un niveau, un pourcentage, et je fais pareil. Donc au départ, je le positionne à cette position ici, qui est donc moins 80, moins 140, et donc ensuite, on dit que, donc pareil, on modifie, on fait un carré plus petit, et on modifie la taille, donc sa taille initiale ici, enfin la taille, on modifie le pourcentage de la taille initiale du lutin ici, donc du lutin de 160. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Donc comme on est ici, il faut d'abord tourner à gauche, comme on l'a fait ici. Ensuite avancer. Alors vous voyez, la longueur a déjà été divisée par 2 parce que le carré est plus petit, donc il faut encore diviser par 2. Donc là j'aurais pu mettre, moi j'ai mis multiplié par 0,5, j'aurais pu mettre divisé par 2 pour arriver pile ici au quart. Donc au quart, je peux cloner le carré, donc il va être ici. Voilà, donc je crée un clone de moi-même. Ensuite, bon, j'ai mis un bloc répété parce que ça ressemble ici. Donc une fois qu'on a fait ça, il faut avancer de 1,5 fois longueur pour arriver de là à là. Et tourner à droite de 90 pour être dans ce sens-là. Et avancer de longueur de 0,5 pour arriver pile ici. Et donc refaire un autre ici, un clone. Et comme c'est la même chose pour l'autre, je l'ai répété 2 fois. Donc pour arriver ici. Et donc là, on est là et on a créé le dernier clone. Donc maintenant, il faut replacer, vous voyez, contrairement au cas précédent de la fractale de von Koch, où on avait masqué ce carré qui est là. Ici, on ne veut pas le masquer, on veut qu'il reste. Donc il faut qu'on le garde et qu'on le remette à sa position initiale. Donc pour l'instant, il est là, et donc il faudra lui redonner sa bonne taille et le remettre à sa position. Donc c'est ce que je fais
à l'issue de ça ici. Donc j'avance, donc je suis là de longueur fois 1,5, j'arrive ici. Je tourne à droite de 90, donc je suis maintenant orienté comme ça. J'avance de longueur fois 2, donc je suis arrivé comme ça. Et donc, mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, je suis dans ce sens-là. Donc vous voyez, si j'avais pas mis ça, je tracerais le carré dans le mauvais sens. Donc il faut que je fasse un demi-tour sur moi-même. Donc je tourne à droite de 180 degrés et je redonne ma taille initiale pour que l'on ait, vous voyez, au niveau 1, ici, eh bien, ce que je veux. Si j'avais pas mis ça ici, là, si j'avais enlevé, donc si je mets 0 ici, si j'avais enlevé, ben, vous voyez qu'il va tracer, mais il va le tracer là, le carré, ce qui serait pas bon. Donc si je fais ça, vous voyez, il l'aurait tracé ici. Alors comme j'ai pas masqué ici, là il l'a tracé là, je vais le faire plutôt au niveau 2 pour que ce soit visible. Celui-là était bon ici, mais si je fais au niveau 2, vous voyez, donc ça commence à devenir n'importe quoi ici parce qu'il n'a pas été construit correctement. Ici, vous voyez, parce que normalement j'aurais dû, ce que je n'ai pas fait, le cacher, même si en fait ça n'avait pas d'incidence. Et si je refais ça au niveau 1, vérifions que, oui, donc ça marche pas parce qu'il a été construit ici, alors que, vous voyez, parce que normalement si je faisais comme précédemment, il faut mettre ce bloc ici. Et sauf que là, ce truc là, il devrait être tourné de 180 pour revenir à sa bonne position. Donc il faut absolument que je mette 180 ici pour le remettre à sa position, à sa bonne position. Et donc maintenant on peut donc faire par exemple au niveau 7. Et donc je lance ça. Alors je vais peut-être aller en mode turbo quand même. Oui, ce que je n'avais pas fait précédemment. Donc je passe en mode turbo pour aller plus vite. Et je clique ici. Et, ouais, et on obtient ça. Et on s'aperçoit qu'en fait... et alors c'est un problème sur lequel je vais revenir par rapport à ce que vous avez dit, ce que vos camarades là, Paul et Oyan et Maya ont dit pendant l'exposé sur le fait que donc ça ici finalement on obtient un polygone. Autrement dit, de mon point de vue, ce n'est plus une fractale, même si le procédé de construction était fractal. Eh bien, on obtient ici une courbe, enfin une surface qui est un polygone et qui n'est donc plus fractale. Et donc son nombre de côtés, même si le procédé lui-même est fractal, son nombre de côtés c'est 7, donc il faudra mettre ici dans le cadenas la réponse 7. Alors il y a une dernière question, c'est le nombre de faces du flocon de Van Gogh 3D. Alors pour ça, je vous propose de le montrer avec les éléments qu'a imprimé Paul là, en 3D et avec un tétraèdre, parce que c'est difficile à expliquer, il y a très peu de références sur Internet. Mais donc juste donner l'idée donc de montrer le tétraèdre, de montrer l'étoile de Kepler qu'a réalisé Paul ici, et donc de le montrer au groupe, et d'expliquer comme ça à la main le procédé de construction fractale du flocon de Van Gogh, avec le résultat ici, en annonçant le résultat, donc en étant un petit peu interactif, et en montrant le résultat ici que j'ai ici à trouver pour un certain niveau ici, réalisé sur un site commercial ici. Et donc on obtient effectivement, on s'aperçoit qu'on obtient finalement un cube, aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est que finalement, là encore, même si le procédé en lui-même est fractal, la structure que l'on obtient, c'est un cube, c'est un volume. Autrement dit, c'est une structure qui n'est plus fractale à l'infini. Donc à l'infini, on obtient un cube. Autrement dit, une figure un volume un solide à 6 faces. Donc la dernière réponse qu'il faudra donner ici, c'est 6. Donc en ayant expliqué à la main avec les petits solides à utiliser, des petits tétraèdres et ce qu'a imprimé Paul, on montre ça au groupe. Et ensuite, là, ici, montrer cette image ici qui montre que voilà, on arrive à comprendre qu'au final, on obtient un cube, même si c'est très étonnant. Et que donc, on n'obtient pas quelque part, enfin donc l'objet n'est pas réellement fractal, on obtient au final un cube. Je vous rappelle que la fractale, entre guillemets, c'est l'objet à l'infini. Et là, l'objet à l'infini, c'est le cube. Alors, donc voilà pour la fractale quadratique. Alors ensuite, donc on pourrait parler donc de l'utilité des fractales. Alors comme on l'a vu ici, et c'était en particulier dans le cadenas, donc les utilités,
c'est que les fractales, c'est très particulier, voire il y a très peu de cas comme ça. C'est que c'est des... Voilà, c'est par exemple quand dans le cas de la fractale, dans la courbe de von Koch, on a une longueur qui est infinie pour une... alors qu'elle tient dans une dimension finie. Donc pareil ici pour le flocon, on obtient une courbe qui a une longueur infinie, comme on l'a dit, hein, il y a un nombre de côtés infini, donc une longueur infinie. On peut montrer que sa longueur également est infinie. Pour faire le tour, c'est infini. Et alors que ça tient dans une dimension finie. Hein, ça tient manifestement dans une surface finie. Pour montrer que la longueur du flocon de von Koch est infinie, on regarde un peu comment évolue la longueur. Donc par exemple ici, si on a une longueur de 3, ben on s'aperçoit que comme on coupe le segment en 3 parties et qu'on prend 4 morceaux, en fait on multiplie à chaque fois la longueur par 4 tiers. Donc la longueur de chaque segment ici, quand on passe d'une étape à l'autre, est multipliée par 4 tiers. Autrement dit, la longueur du flocon, de chaque étape du flocon, est multipliée par 4 tiers. Et quand on multiplie par 4 tiers à l'infini, multiplié par 4 tiers, c'est une augmentation de à peu près 33%. Donc si on multiplie par 4 tiers infiniment, on obtient une longueur infinie. Alors que la longueur est infinie. Et donc ça, c'est intéressant à de nombreux points de vue. Donc c'est intéressant, ça peut être intéressant d'un point de vue biologique. Et on comprend que, vous voyez, comme les organismes qui survivent, c'est les organismes qui sont comme ça bien conçus. Et que par exemple ici, le poumon a été conçu comme ça, c'est que sur un petit volume, on arrive à avoir plein de connexions, une aire de connexion ici qui est très très grande. Hein, et donc ce qui permet finalement des échanges gazeux très importants dans un petit volume. Et ce qui justifie et ce qui permet de comprendre pourquoi la nature a privilégié des espèces qui avaient des poumons comme ça. Donc une des premières utilités, c'est que ça permet de comprendre certains éléments qu'on trouve dans la nature. Et donc voilà, donc par exemple les poumons, hein, donc si on développait sur une surface, ça fait à peu près 100 à 200 mètres carrés, la surface de contact qu'on a dans les poumons, qui est obtenue par une fractale comme ça, dans un volume fini, on obtiendrait une aire de 200 mètres carrés pour un adulte. Donc idem pour les vaisseaux sanguins. Donc si on déroulait tous les vaisseaux sanguins qui ont aussi une structure comme ça fractale, donc si on les mettait bout à bout, ben leur longueur elle ferait 2 fois le tour de la Terre. Alors que ça tient voilà, dans un corps, donc dans un volume très réduit. Et donc cette propriété qu'on observe en biologie, eh ben, elle est également utilisée pour créer des composants électroniques, ce qui permet d'avoir des circuits comme ça extrêmement longs et donc extrêmement complexes sur des petites surfaces. Donc il y a des composants électroniques qui sont créés comme ça. En particulier, il y a des composants qui sont organisés sur une structure de tapis de Sierpinski. On voit ça assez souvent. Donc, vous voyez, ils sont organisés selon cette structure. Ça rappelle, vous voyez, si vous ouvrez des ordinateurs, vous verrez souvent des structures comme ça. Donc ici, c'est le tapis de Sierpinski, donc le carré de Sierpinski. Donc c'est une des applications des fractales. Alors il y a aussi la conception d'antennes qui utilise la construction qui utilise des fractales. Il y a aussi la compression des images numériques. Donc en fait, comme on se doute que sur certaines images, on va retrouver certaines structures. Donc utiliser une structure fractale, ça permet de compresser de façon très efficace les images numériques ou certaines images numériques. Alors il y a par ailleurs des applications qui sont en devenir, c'est une science récente, la science des fractales. Donc par exemple l'analyse multifractale qui consiste à faire apparaître dans certains phénomènes des caractéristiques fractales et qu'on peut analyser avec les techniques ou les connaissances qu'on a sur les fractales. Donc en particulier, il y a des petits exemples un peu anecdotiques. Par exemple, on peut essayer de détecter si un tableau est un original ou s'il a été copié, si il a été fait par un faussaire, en analysant la structure fractale comme ça du tableau. Alors il y a bien des applications ici, vous trouverez effectivement qu'on peut trouver par exemple sur Wikipédia des domaines d'application des fractales, sachant que les fractales c'est un domaine très récent et qu'on n'a pas encore, loin de là, exploité toutes les propriétés intéressantes ou toutes les applications possibles des fractales.
Alors maintenant, je vais revenir un petit peu sur la dimension fractale et et sur aussi ce que vos camarades ont dit concernant la courbe de Peano. Alors je vais vous remontrer ici cette courbe de Peano. La courbe de Peano que voici. Alors vous voyez, c'est cette courbe ici, là. En fait, c'est une courbe qui remplit le plan. Donc on fait différentes itérations. Et donc la courbe à l'infini remplit le plan. Et vous voyez que dans l'article Wikipédia, ils vous disent la courbe de Peano est une fractale. Mais en fait, personnellement, je pense que ce n'est pas le cas. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'en fait, quand on va à l'infini, en fait, la courbe qu'on obtient, c'est le carré. Donc en fait, là encore, si le procédé est fractal, la courbe qu'on obtient, en fait, c'est une courbe qui remplit entièrement le carré. Autrement dit, c'est le carré en entier. Tous les points appartiennent à la fractale. Donc tous les points du carré appartiennent à la fractale. Autrement dit, on obtient un objet qui n'est plus fractal. Et donc la définition ici qui est utilisée, et c'est là qu'on va venir à quelque chose dont vous avez parlé, qui est la dimension fractale. Eh bien, selon moi, pour que ce soit une fractale, il faut que la dimension fractale ne soit pas un entier. Or, la dimension fractale de la courbe de Peano, c'est exactement 2. Et si on regarde, donc il y a différentes définitions possibles, hein, eh bien, il faut que, dans le cas des fractales, la dimension fractale doit être non entière. Donc il y a une petite contradiction sur Wikipédia. Dans certains cas, ici, ils prennent une courbe qui est de dimension 2 entière et qui disent que c'est une fractale. Pour moi, ce n'en est pas une, c'est un carré. Le procédé est fractal, mais pas la courbe qu'on obtient, qui est juste un carré. Enfin, là, on obtient une surface. Alors qu'ici, voilà, normalement, en géométrie fractale, la dimension fractale est non entière. Elle n'est pas égale à la dimension topologique. On va voir pour la courbe de von Koch que donc, la courbe, effectivement, elle est de dimension topologique égale à 1. C'est une courbe, mais la dimension fractale, elle est plus grande que 1. Elle est comprise entre 1 et 2. Et je vais essayer de vous expliquer ici pourquoi. Prenons par exemple un objet très simple de dimension 1, à savoir un segment. Si on multiplie sa longueur par 2, on obtient un nouveau segment dont on peut considérer qu'il est constitué par deux segments qu'on avait obtenus avant la multiplication de la longueur par 2. Donc pour un objet de dimension 1 comme le segment, si on multiplie les longueurs par 2, on obtient deux segments. Si on regarde maintenant pour une surface, donc regardons pour une surface, je regarde maintenant pour une surface. Ce qui se passe. Et donc vous voyez, donc je prends par exemple un carré, une surface très simple, et je multiplie la longueur par 2. J'obtiens un carré de côté double. Et vous voyez que le carré que j'obtiens, il est constitué comme 4 versions, et non pas 2, du carré initial. Donc comme c'est une surface, c'est une structure, une figure de dimension 2, quand on a multiplié sa longueur par 2, on a obtenu 4 versions de l'objet initial. Et si maintenant on multiplie la longueur par 3, eh bien, vous voyez qu'ici on a pris un carré, on a multiplié sa longueur par 3, et on a obtenu 9 versions de la figure initiale. Et donc pour les figures simples, c'est toujours valable quand on va multiplier par un facteur petit k, donc que ce soit 2, 3, n'importe quoi, et bien on va retrouver la forme ici avec un certain nombre d'exemplaires, et ce nombre d'exemplaires, il est obtenu en prenant le facteur multiplicateur. Donc ici, comme c'est une surface de dimension 2, ben on va prendre 3 au carré. Et là, ici, on aurait pris 2 au carré. Autrement dit, quand on multiplie une longueur par un coefficient, le nombre d'exemplaires de la structure de départ qu'on avait, c'est le coefficient, donc la dimension finalement, le coefficient avec puissance la dimension. Donc ici, il faudra prendre le coefficient au carré parce que c'est une surface. Si on était en dimension 3,
Donc par exemple avec un petit cube, donc si on le prenait, si on multipliait les longueurs par 2, on obtiendrait dans le cube dont on a doublé la dimension, on obtiendrait 2 puissance 3, donc 8 petits cubes. Autrement dit, le nombre d'exemplaires qu'on obtient, c'est le facteur d'agrandissement avec puissance la dimension. Donc si on est en dimension 1, ben, ce sera le facteur d'agrandissement tout simple. Si c'est en dimension 2, ce sera le facteur d'agrandissement au carré. Si on est en dimension 3, ce sera le facteur d'agrandissement au cube. Et donc maintenant, on va regarder ce qui se passe pour la courbe de von Koch. Et donc, je regarde ici la courbe de von Koch. Et donc, je fais par exemple, je multiplie les longueurs par 3. Donc, vous voyez, j'ai multiplié les longueurs par 3. Je fais une espèce de zoom ici. Et j'obtiens la même courbe, la même structure, parce qu'on a dit que c'était infini ici. On retrouve cette courbe comme ça. Et si on regarde bien, on reconnaît que ici, donc combien d'exemplaires on a de la structure initiale? On a multiplié les longueurs par 3, on a obtenu cette courbe. Et combien d'exemplaires de la structure initiale on a? Donc vous voyez, là ici par exemple, on avait multiplié les longueurs par 3, on avait 9 exemplaires de la surface de départ. Ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un exemplaire ici, un exemplaire ici. Voyez, on retrouve, hein, là il est penché, mais un exemplaire, 2 exemplaires, 3 exemplaires, 4 exemplaires. Autrement dit, quand on a multiplié les longueurs par 3, on a obtenu 4 exemplaires de la surface. Ce qui est très étonnant, parce que pour un segment, si je prenais un segment que je multipliais par 3, j'obtiendrais 3 segments. J'aurais 3 exemplaires du segment initial. Mais là, assez bizarrement, on a 1, 2, 3, 4 exemplaires. Donc si on imagine que si on veut donner une dimension à cette figure, à cette structure, il faudrait imaginer que cette dimension, elle vérifie que quand on a multiplié les longueurs par 3, eh bien, on a obtenu un nombre d'exemplaires qui est obtenu, on a dit que c'était 3 puissance la dimension. Donc il faut que, pour que ça fonctionne, alors je vais l'écrire ici, il faut trouver un nombre tel que, eh bien, 3 à la puissance, je vais plutôt lancer, voilà, que 3 à la puissance, je vais écrire ça en plus gros, 3 à la puissance, la dimension que je cherche là, 3 puissance, dimension bizarre là, une dimension bizarre, ça doit être égal à 4. Alors je me dis, mais c'est pas possible, parce que 3 puissance 1 ça fait 3, 3 puissance 2 ça fait 9, 3 puissance quelque chose ça peut jamais faire 4. Mais en fait, vous verrez que en fait, 3 puissance un nombre décimal, c'est possible. Et donc si je lance ici une calculatrice, et donc si j'essaye de faire 3 à la puissance, alors j'espère que c'est assez gros là ici, à la puissance, donc vous voyez x puissance y ici, je peux mettre un nombre à virgule, ça ne gênera pas la calculatrice, elle peut le calculer, ça a un sens. Et en particulier la racine carrée, vous savez vous par exemple que la racine carrée de 36 c'est 6. Mais en fait la racine carrée c'est pareil que la puissance 0, enfin, la puissance 1,5, c'est la puissance 0,5. Donc si je dis que racine de 36, vous voyez si je fais racine de 36, il va me dire c'est 6, mais je peux obtenir le même résultat en disant que c'est 36 à la puissance 0,5. Alors c'est bizarre, mais vous comprendrez ça plus tard. Ça ici, c'est pareil que racine de 36. Ça va encore faire 6. Et donc on peut donner un sens à 3 puissance quelque chose. Et donc vous voyez, donc là je cherche un nombre, donc qui va être la dimension de la fractale de von Koch, pour que 3 puissance cette dimension, ça donne 4. Alors, vous verrez plus tard qu'il y a des techniques pour obtenir le nombre en question, mais nous, on va juste essayer. Donc si je fais par exemple 3 puissance 1,2, ce qui se passe, regardons, je fais 3 puissance 1,2. Combien ça donne? Ah, ça donne 3,73, c'est trop petit. Si je fais 3 puissance, maintenant,
1,3, donc 3 puissance 1,3, ça me donne 4,17, donc c'est trop grand. Donc vous voyez la dimension de la courbe de von Koch, je vais plutôt vous montrer la courbe de von Koch. Ici, ou plutôt, je vais vous faire le fond de la courbe de Koch ici, voilà. Voilà, ici. Donc la dimension de cette courbe, je reprends ma calculatrice, donc j'ai dit que 1,3 c'était trop grand, donc je cherche un exposant pour que 3 puissance 7 exposant ça fait 4. Bon, ben, il faut ici avec 1,26, c'est à peu près 1,26, hein, c'est pas exact, mais avec deux chiffres après la virgule, c'est 2,26. Donc si je tape 3 puissance 1,26, je vais être assez proche de 4. Voilà, donc ça fait 3,99, donc quasiment 4. Donc c'est la dimension de la courbe de von Koch. Pourquoi? Parce que la courbe de von Koch, comme on l'a dit, quand on multipliait par 3, eh bien on obtenait 4 exemplaires. Donc il faut que la dimension, elle vérifie que 3 puissance k, ça fasse 4. Parce que vous voyez, là, ici, 3 puissance la dimension c'est 2, 3 puissance 2 c'est 9. Donc pareil ici, la dimension c'est 2, donc ici, 2 puissance 2 c'est 4. Et pareil pour un volume, vous multipliez les longueurs par 2, vous obtiendrez 2 puissance 3 version du cube initial. Et donc ce qui explique que la dimension fractale de la courbe de von Koch, elle est non entière et elle fait à peu près 1,26. Et donc la définition que je préfère d'une fractale, ça consiste à dire qu'une fractale, ici, c'est une figure, c'est une structure, un ensemble, tel que sa dimension fractale soit non entière et supérieure à sa dimension topologique. Donc par exemple, dans le cas de la courbe de von Koch qu'on a vue, sa dimension topologique c'est 1 parce que c'est une courbe. En revanche, sa dimension fractale c'est environ 1,26. Donc elle est plus grande et elle est non entière. Alors, certains préfèrent dire que une fractale c'est un ensemble ou c'est une structure telle que la dimension fractale soit supérieure et pas forcément non entière de la dimension topologique. Donc par exemple, pour la courbe de Peano, vous avez une dimension fractale qui est 2 parce que c'est une surface, alors que la dimension topologique, on peut considérer que c'est 1. Et donc dans cet article ici, il considère que la courbe de Peano est une fractale. Mais personnellement, je trouve que c'est mieux d'avoir deux conditions, à savoir que la dimension fractale soit plus grande que la dimension topologique, mais qu'elle soit également non entière, parce que sinon on ne comprend pas trop que, selon moi, que l'ensemble de points est obtenu à l'infini. La fractale elle-même, c'est difficile de donner ici, de dire qu'est-ce que c'est que la fractale, si ce n'est que c'est le carré. Et, vous voyez, alors que là, pour la courbe de von Koch, ben, la fractale, c'est la courbe ici voilà, dont on voit qu'elle est compliquée, mais qu'elle a une dimension étrange ici, environ égale à 1,26.